Chaque soir de la semaine, nous sommes ensemble et en direct sur Europe 1 et comme chaque soir pendant un peu moins de 2 heures ce soir grâce à vos témoignages au 39 21, des univers singuliers vont se croiser, parfois s'entrechoquer, car c'est le principe même de cette libre antenne, me poser toutes les questions qui vous préoccupent et également parler et échanger entre vous. Alors place à vos appels au 39 21 et à toutes vos réactions sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr ainsi que les SMS au 7 21 21 code nuit. Ce soir, vous serez accueillis par Quentin et Clémence ainsi que par Philippe Chartier qui veille au bon déroulement de l'émission 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une toute jeune mariée. Oui. Puisque vous êtes mariée en juillet 2009. C'est ça. Et donc, vous vouliez me parler d'un souci néanmoins qui se fait jour dans votre tout jeune couple. En fait, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, quoi. D'accord. Donc on a pris le temps de réfléchir avant de se marier. De vous connaître. Voilà, de se connaître. Et puis voilà, on a traversé quelques difficultés, mais bon, on a tenu bon quand même. Vous avez quel âge ? Donc moi, j'ai 33 ans. Oui. Et mon mari a 37 ans. D'accord. Voilà, donc on a tous les deux vécu avant. Et puis, le mariage s'est très bien passé. On est parti en voyage de noces. Et puis, quand je suis revenue du voyage de noces, j'étais enceinte. Ah oui, donc, d'accord. on était tous les deux très heureux. Voilà, on a commencé à se projeter. Et puis, à l'échographie des 10 ou 11 semaines de grossesse, en fait, je me suis rendu compte que je faisais un œuf clair. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le fœtus avait arrêté de se développer. Donc, au lieu d'entendre le cœur, on n'a rien entendu du tout. Enfin, l'embryon encore, là. Voilà, encore, l'embryon. oui. Bon, en plus, je suis tombée sur un obstétricien qui n'était pas le mien, parce que le mien a dû partir en urgence pour s'occuper d'une césarienne. Donc, c'est son collègue qui m'a reçue. Et déjà, rien que quand je suis arrivée dans le cabinet, il m'a dit, vous, pendant la grossesse, il faudra perdre 7 kilos, parce que je suis un peu en surcharge pondérale. Déjà, donc, il vous dit ça il m'a d'emblée. assez mal reçu. Il vous dit ça d'emblée alors que c'était la première fois que vous le rencontriez. Oui. Oui, effectivement, c'est assez... poids peut poser problème pour la grossesse, quoi. Oui, mais enfin, comme premier contact, c'est pas délicat. Ouais, c'est pas génial. Non. Et puis ensuite, du coup, il essaye de me faire l'échographie. Et puis là, il voit rien, il n'entend rien. Donc là, il me fait une échographie pelvienne, devant mon mari, sans me protéger ni rien. Donc c'était quand même assez intrusif comme comportement. Oui, sans demander à votre mari de s'éloigner. Non, voilà. Et puis après, j'ai revu mon obstétricien pour la visite de contrôle. Et là, il m'a dit que, lui, il a mis du papier. Enfin bon, il a caché, quoi, tant soit peu Bien les sûr. choses, quoi. Oui. Et moi, en fait, cet obstétricien-là m'avait mis sérieusement en colère. Et donc, mon conjoint a essayé de venir me voir à ce moment-là. Et moi, je l'ai repoussé, quoi. Parce que, quelque part, c'était un homme qui avait été désagréable avec moi. Et lui étant un homme aussi, j'ai fait une forme de transfert.
Et donc je l'ai repoussé. Et mais vous saviez à ce moment-là déjà que, enfin, la grossesse n'était pas on s'en est rendu compte. Oui, quand il est venu vers moi, mon conjoint, il était tout dépité lui aussi, quoi. Oui, il venait vers vous pour vous réconforter, enfin, pour être auprès de vous. Voilà. Et moi, je l'ai repoussé, quoi, en disant non, c'est bon que ça va. Et bon, en discutant avec des amis, il s'avère que c'est le comportement que ma mère a avec mon père. Les chiens ne font pas des chats. Et donc voilà, et donc le problème qui s'en sort et la crise qu'on traverse actuellement, c'est que là, ça s'est produit au mois d'octobre, et depuis le mois de novembre, il ne m'a pas touchée. Ah oui. Voilà, donc là, on est quand même au mois de mars, donc ça commence à durer. Mais c'est-à-dire que vous ne faites plus l'amour depuis. On ne fait plus l'amour. Et oui. D'ailleurs, on s'échange que de bisous le soir avant de se coucher, et c'est les seuls gestes finalement affectifs que l'on a, quoi. Parce que même quand on va se promener ou quand on fait des choses ensemble, il n'y a pas de contact, quoi. Donc lui, il vient d'une famille quand même de personnes assez introverties. Et donc c'est vrai que en fait, ce que je me rends compte, c'est que c'était souvent moi qui étais l'instigatrice de gestes affectueux et de gestes de tendresse et tout ça. Et puis là, en fait, moi, depuis que ça s'est produit, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal à aller vers lui et j'ai toujours eu du mal, de toute manière, à aller vers lui parce que dans ma configuration des choses, c'est à l'homme de faire le premier pas. Oui, pourtant vous avez choisi cet homme-là, Charlotte, qui n'est pas très démonstratif. Alors... Non, c'est clair. J'entends d'ailleurs beaucoup de témoignages sur votre antenne parce que j'écoute votre émission régulièrement. Oui. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de cas comme ça d'hommes pas très démonstratifs. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussée à appeler hier soir, en fait, parce que j'entendais justement le témoignage d'une auditrice qui racontait que ça faisait 30 ans qu'elle était avec un homme et qu'il venait, il revenait, mais qu'en même temps, il parlait pas beaucoup et il n'était pas bien et tout ça. Oui, c'était très particulier, le fonctionnement de son couple. Oui. Mais pour autant, cet homme était votre mari. Bon, vous l'avez connu, vous dites il était introverti, il est toujours, mais ça ne vous dérangeait pas à ce moment-là de faire les premiers pas et de prendre l'initiative. Qu'est-ce qui fait ? En fait, j'ai jamais pris les premiers pas. C'est quelque chose que je suis incapable de faire. J'y arrive pas. Et vous dites que vous étiez l'instigatrice. Ah, j'étais l'instigatrice de tendresse. De tendresse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à être tendre avec lui ? Je sais pas. Vous lui en voulez ? Du fait que, parce que moi c'est vrai que la maternité, en fait, ça fait un moment que j'y pense. Oui. Pour dire un peu la situation, quand on s'est rencontrés et que je me suis mise avec lui, j'étais enceinte d'un autre. Et donc lui m'avait dit à ce moment-là que si je gardais l'enfant, notre histoire ne durerait pas. Donc j'avais fait le choix d'avorter du coup pour ne pas le perdre, quoi, parce que je pense que je pressentais quand même du potentiel avec ce garçon. Et donc c'est vrai que, et alors que il n'aurait pas été là, je pense que le bébé je l'aurais gardé, même en devant l'élever toute seule et tout ça. J'avais à l'époque un travail et tout ça, donc je pense, puis bon, j'aurais eu mes parents derrière moi, donc je pense que j'aurais pu m'en sortir, quoi. Mais bon, comme j'étais avec lui, j'ai décidé du coup d'avorter, et donc c'est vrai que ce désir d'enfant, moi je l'ai depuis qu'on est ensemble, quoi. Donc ça va faire 7 ans au mois de juin. Et quelque part, je suis en colère contre lui aujourd'hui parce qu'il me prive de cette envie que j'ai moi, de ce besoin que j'ai aussi de sentir la vie au fond de moi. Et puis en plus, le problème c'est que comme en plus je me sens pas désirée, j'ai tendance à du coup retransférer ma frustration sur la nourriture. Et donc je prends du poids, et donc voilà, plus je prends du poids, là, il m'a dit lui que que mon poids l'est masculé parce que j'étais plus lourde que lui. Donc c'est quand même assez violent. Oui. Et après il m'a dit aussi, il m'a dit à plusieurs reprises, parce que souvent c'est moi qui lance les discussions, donc on en a parlé depuis à plusieurs reprises, et c'est vrai que ce qu'il dit, quoi, c'est que
c'est que, enfin, il n'arrive pas à venir vers moi. Mais bon, c'est vrai qu'en en parlant avec une amie, je me suis rendu compte que généralement, quand il essaye de faire un pas vers moi et tout, actuellement, je le repousse, quoi. Donc c'est une situation un peu compliquée. Oui, donc finalement, c'est complexe parce qu'au fond, il y a beaucoup de colère rentrée. Hein. Ouais. Au fond, vous lui en voulez de ne pas venir vers vous, de ne pas vous désirer, mais les quelques fois où il vient vers vous, vous le repoussez. Donc, alors c'est vrai vous êtes dans un drôle vient pas vers moi sexuellement parlant. Hein. Mais bon, par exemple, une anecdote, c'est que là, on a fêté le Nouvel An avec des amis, et c'est là où mon ami m'en a parlé ensuite. À un moment, j'ai voulu m'asseoir sur un tabouret qui a plié sous mon poids. Bon, situation risible, à la fois c'était un peu vidéo-gag, mais bon. Et il est venu vers moi parce que l'année dernière, je me suis blessée au ski, donc il est venu vers moi de peur que j'ai pris sur le genou et que je me sois fait mal. Et là, au lieu de lui tendre la main et de le laisser me relever, je l'ai repoussé, quoi. Par exemple. Oui, alors c'est intéressant parce que moi je le mets en relation avec le moment où finalement, quand le gynéco vous annonce que la grossesse est un œuf clair, donc il n'y a pas eu la division cellulaire s'est arrêtée. Et que lui aussi vient vers vous, un peu a besoin de se rapprocher de vous, enfin vient peut-être vous chercher à vous consoler. Là aussi vous le repoussez. Donc j'ai l'impression qu'il y a son comportement à lui évidemment, mais il y a aussi chez vous une forme d'ambivalence à son égard. C'est-à-dire qu'à la fois vous voudriez qu'il soit auprès de vous, attentionné, puis les moments où il a ces gestes d'attention, vous le repoussez. Donc forcément, ça, si en plus déjà c'est quelqu'un d'un peu introverti, il se replie de plus en plus en lui-même. Ouais, c'est ça. Parce que lui aussi se sent lui aussi rejeté à ces moments-là. Vous vous sentez rejeté parce que plus désiré. Et oui. Et puis lui, dans ces moments où il voudrait venir vers vous, vous réconforter, eh bien, vous le repoussez. Donc, au fond, il ne sait plus quoi faire et puis il n'agit plus. Ouais. Donc, il y a vraiment comme une rupture de l'échange, de la communication entre vous. Ouais. Comment il a vécu, lui, l'arrêt le fait de savoir que cette grossesse ne pouvait pas évoluer? Il l'a mal pris, quoi. Ça lui a fait de la peine, quoi. Et puis c'est vrai que moi, la façon que j'ai eue de faire mon deuil, en fait, c'était de m'entourer de mes amis. Et par exemple, parce que j'ai eu du coup un curetage pour enlever quand même l'œuf, puisqu'il y avait quand même un œuf, même s'il y avait rien dedans. Oui, c'est normal, oui, bien sûr, oui. Donc j'ai subi un curetage donc j'ai été hospitalisée une nuit et un jour. Et le soir à la clinique, quoi, j'ai demandé à être entourée de toutes mes amies, quoi. Et lui? Et donc toutes mes amies sont venues, et là encore, l'amie avec qui j'ai pas mal discuté m'a dit qu'elle avait remarqué que lui était très en retrait dans la chambre de la clinique. Oui, je comprends. Remarquez, donc, ça devait pas être simple, lui, de se situer au milieu de toutes ces femmes. Et oui, voilà. Parce que votre choix n'est pas anodin, Charlotte. Non. C'est quand même un moment très très particulier, très intime, suite à une grossesse qui s'interrompt. D'être entouré de vos amis. Pourquoi pas, hein, c'est pas, il y a pas de jugement à porter là-dessus. Mais finalement, vous écartez votre mari de cette histoire. Ouais. Donc là aussi, vous lui laissez pas la possibilité d'être réconfortant, protecteur, d'être auprès de vous. Et alors après, au fond, tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est il est pas là pour moi en ce moment. Mais est-ce que au fond, il a l'impression d'avoir une place? Et finalement, pour faire un bébé ensemble, il faut qu'il y ait quand même un désir commun, un projet commun. C'est-à-dire quelle place vous donnez au fond à l'homme et donc au futur père. Parce que vous m'avez quand même dit que le comportement que vous avez parfois vous rappelle
le comportement que votre mère a vis-à-vis de votre père. Ouais. Donc vous en mon êtes père consciente, est- c'est bien d'être lucide, c'est-à-dire que votre Ouais. mère est agressive comme ça vis-à-vis de votre père? En fait, ça remonte à 2 générations, parce qu'en fait, ça remonte à mes grands-parents paternels. Ma grand-mère, moi j'ai entendu, quand j'allais chez mes grands-parents paternels en vacances, j'ai entendu souvent ma grand-mère critiquer mon grand-père, le rabaisser, Oui, lui dire qu'il faisait pas les choses bien. Oui. Et puis, du coup, quelque part, mon père se met dans cette position-là en prenant le rôle de son père, et donc ma mère est aussi très critique vis-à-vis de lui. Elle lui fait des remarques assez cinglantes et elle n'est pas du tout valorisante avec lui. Oui. Et après c'est vrai que ma mère c'est elle qui porte la culotte, comme on dit. Oui, oui. C'est-à-dire que voilà, mon père il se laisse un peu mener par ma mère, il l'accompagne un peu dans ce qu'elle décide, quoi. Oui. Mais bon, c'est elle qui est un peu maître. Et dans la famille de mon conjoint, c'est un peu la même situation, c'est-à-dire que sa mère est omnipotente. Et son père, du coup, il fait plein d'activités en dehors de la maison, il est assez sportif et tout ça. Mais c'est vrai que ils font pas énormément d'activités ensemble, si ce n'est partir en vacances, parce qu'ils partent de temps en temps, ils sont à la retraite tous les deux. Et ouais, donc c'est vrai qu'on est dans un schéma déjà où lui il a du mal à se positionner en tant qu'homme, parce que son père s'est pas vraiment positionné en tant qu'homme, il a plutôt fui que de s'impliquer. Et puis moi j'ai le modèle aussi où l'homme suit la femme et où c'est la femme qui est maîtresse et qui décide. Seulement que moi depuis l'œuf clair j'ai beaucoup de mal à prendre les rênes, quoi. Ça vous étouffe aussi. Finalement, vous n'en voulez pas de ce modèle. Vous avez fait un travail sur vous-même? Oui. Oui, parce que ça s'entend, vu la façon dont vous parlez, je trouve que vous avez une façon d'analyser comme ça votre histoire familiale, ce qui se joue dans les relations. Vous voyez quelqu'un, vous? Oui. Depuis cela? Moi, je la vois depuis, ça fait 2 ans et demi. Pour ses problèmes de poids ou pour... Au début... Au début, ça a commencé parce que je suis en fait bipolaire, et donc c'était en complément avec le suivi de ma psychiatre. Donc c'est elle qui me l'a conseillé, et puis le contact est bien passé. Donc depuis, je la vois 1 fois par semaine. D'accord. Avec une période où là, pareil, après la fausse couche, il y a eu 2-3 mois où je suis pas allée parce que j'arrivais pas trop, quoi. J'arrivais pas trop à me booster, j'arrivais pas trop à me remuer. Et donc c'est vrai que comme son cabinet est un peu loin de chez moi, j'avais du mal à y aller, quoi. Oui, d'accord. Et vous dites que votre mari, lui, a commencé un travail récemment? Alors oui, il est venu 3 fois voir ma psychanalyste, parce qu'elle a accepté de nous recevoir en tant que thérapeute de couple, quoi. Oui. Donc il est venu avec moi. Donc pendant la 2e séance, j'ai réussi à lui exprimer ma colère. Oui. Mais bon, ça n'a rien changé, dans notre vie intime en tout cas. Mais bon, moi j'ai au moins réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais et tout ça. Et donc là, et puis bon, lors de la 2e séance, je lui ai clairement dit que moi je voulais bien faire des efforts aussi, surtout au niveau du poids, parce que c'est un problème récurrent. Donc voilà, je lui ai dit que je voulais bien faire quelque chose. Mais qu'en échange, je voulais que lui aussi voie quelqu'un, parce que ça me paraissait nécessaire, parce qu'il a exprimé, lui, qu'il était très angoissé à l'idée de devenir père, quoi. Oui. Mais oui, forcément. Forcément, oui. Devenir père, ça suppose pour un homme de se confronter à son propre père. Et d'une certaine façon de remplacer son père, de le pousser, de prendre sa place. Donc ça peut être très angoissant. Donc là, il voit un homme, il voit une femme? Il voit un homme. Il a commencé à le voir l'année dernière, en fait. Mais alors ça peut être un peu long. Ce qui serait simplement, ça règle pas votre relation à tous les deux? Non. Parce que ça serait peut-être bien quand même que vous voyiez quelqu'un ensemble. Je m'étais dit, moi, pourquoi pas avoir un sexologue?
Ah oui, mais alors qu'il soit vraiment pas seulement au niveau d'un sexologue, mais qu'il soit vraiment dans la thérapie, hein, aussi, hein, Ouais. dans la thérapie. Je veux dire par là qu'il soit aussi dans le relationnel, c'est-à-dire qu'il ne soit pas uniquement au niveau il y a différents sexologues, c'est-à-dire, qui ne traitent pas uniquement le symptôme. Avec sous forme de conseils pratiques, sous forme d'exercices à faire, de jeux, voyez, mais quelqu'un qui, quand je dis thérapeute, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait une formation aussi sur le thérapeute de couple, hein, c'est-à-dire sur ce qui se joue dans la relation de couple. Ouais. Donc si c'est le cas, vraiment voir que ça reste pas au niveau simplement sexologie, hein. Juste symptômes sexuels, manque de désir. Parce qu'il y a toute une problématique. Quand votre mari dit qu'il se sent, c'est violent pour vous évidemment, hein, que votre poids l'émascule. Bon, il dit autre chose, hein, autour de ça, c'est-à-dire qu'il se sent écrasé par vous dites, il a une mère omnipotente aussi, hein. Donc il y a une très grande angoisse aussi. Ça veut dire qu'il y a un père finalement absent, donc c'est difficile. Il s'est jamais confronté à son père, donc devenir père c'est angoissant. Ça veut pas dire qu'il va pas y parvenir, hein. Mais il faut qu'il travaille cette question, mais que la mère est aussi problématique pour lui de se confronter à une mère. Ouais. Donc ça peut lui faire très peur. Et finalement aussi en prenant du poids comme ça, même symboliquement, vous prenez beaucoup de place pour lui. Il y a cette image-là, et lui, c'est pas seulement cette prise de poids, c'est-à-dire le fait de se sentir émasculé. C'est-à-dire quand on est émasculé, il y a plus rien qui se passe. Hein, donc il y a vraiment derrière des angoisses, des peurs terribles. Donc je crois que c'est pas seulement bien sûr contre vous, il y a toute son histoire derrière. Et c'est vrai que quand il a des moments où il cherche à être tendre et que vous le rejetez, c'est un peu comme là il redevient petit garçon qui serait en quelque sorte puni, quoi, hein, qui aurait mal fait et puni un peu comme par sa mère, hein, rejeté, et il doit en être très malheureux. Comme vous êtes malheureuse de notre côté parce qu'il veut pas vous donner, vous avez l'impression qu'il veut pas vous donner cet enfant que vous désirez tant. Oui. Alors que c'est plus compliqué que ça. Ouais. Hein, mais c'est pour ça qu'il faudrait que vous arriviez à parler. Parce que quand vous avez parlé chez votre psychanalyste, Charlotte, c'est toujours compliqué de parler chez le psychanalyste de l'un ou de l'autre, parce qu'évidemment c'est votre psychanalyste à vous, donc elle vous donne prioritairement la parole à vous pour que son intérêt c'était votre intérêt à vous, c'est-à-dire que vous puissiez être entendu par votre mari, mais elle est pas neutre. Et non. Hein? Et lui il est pas dans un lieu neutre, c'est-à-dire que elle est là pour vous. Elle peut pas l'entendre lui et vous entendre vous, et c'est pas comme quand un couple va voir un thérapeute de couple qui est là pour aider les deux et qui ne prend pas position. Parce qu'après j'ai vu que la mairie proposait aussi un service pour les couples justement, et pour les familles et tout ça. Mais bon, je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas si c'est bien ou pas. Vous voulez dire des conseillers conjugaux ? Voilà. Ah oui, c'est pas mal, hein. Ouais. Parce que je connais pas. Oui, les conseillers conjugaux, bien sûr, peuvent vous aider aussi à parler. Ils ont un côté thérapeute aussi ? Oui. Oui. Bien sûr. Bon, ça peut être aussi une piste parce que j'ai récupéré le papier qui en parlait justement à la mairie. Et donc, voilà. Après, j'avais vu aussi qu'il y avait des groupes avec le clerc, la CLER, mais ça, c'est plutôt religieux. Donc, là, c'est pareil. De quoi vous me parlez, le clerc, ça s'appelle le clerc. C'est une association, mais qui est quand même catholique, quoi, à la base. Ah oui, c'est plus, effectivement, d'orientation, oui. Voilà, mais j'avais appelé pour demander, on m'avait rappelé, mais c'est vrai que j'avais pas rappelé derrière. Parce que bon, j'essaie de trouver une solution, parce qu'après, je pense que si lui, il a fait la démarche de venir voir ma psy c'est qu'il a envie, c'est qu'il est malheureux, et en même temps, c'est qu'il tient à votre couple. Et vous avez raison de trouver des solutions, de chercher, en tout cas, parce que il faut surtout pas, il faudrait surtout pas laisser s'installer ça, hein. Ça serait une très mauvaise chose. Ouais, là, parce ça que votre envenime les choses. Puis moi, c'est vrai que je suis
de plus en plus en colère, quoi, parce qu'après, c'est vrai que j'essaye de faire des efforts quand même, de prendre soin de moi et tout ça, même si c'est vrai que je prends du poids parce que je compense la frustration en mangeant, c'est pas non plus la solution, mais vous compensez un vide aussi, hein, quand vous avez dit j'aimerais sentir la vie au fond de moi. Il y a quelque chose de l'ordre aussi du vide et bon, c'est intéressant aussi, mais ça vous pourrez travailler avec votre psychanalyste. Ouais. Et puis il y a Isabelle qui envoie un mail qui dit il y a quelque chose aussi de cet avortement hein, que que votre mari qui n'était pas votre mari vous a demandé de faire et que peut-être inconsciemment vous faites payer là. Alors il y a aussi dans sa problématique à lui où il a du mal où il a besoin d'être aidé à se sentir, dans ce homme, dans son identité masculine. Peut-être, c'est une hypothèse, mais le fait je ne sais pas s'il l'a évoqué mais peut-être de se dire qu'il n'a pas été capable de vous faire un enfant. Ouais. Alors que un œuf clair, ça arrive, hein. Comment ? Oui, voilà. Et puis, a priori, moi, je m'en suis rendu compte parce qu'au départ, moi, je savais pas ce que c'était. Quand on m'a dit un œuf clair, j'étais là, bon, mais c'est quoi et tout. Bon, après, on m'a dit que c'était une fausse couche. Donc, avec le terme fausse couche, c'est quand même plus... Enfin, fausse couche, oui, mais avec, c'est les divisions, finalement, division des cellules s'arrête et c'est pas vraiment... ça porte, c'est un peu... C'est pas vraiment... ça s'arrête assez tôt, finalement, hein. Là, c'est là, jusqu'à la 7e semaine, il y avait quelque chose, semble-t-il. Voilà, c'est ça. Et après, ça s'arrête. Et que les hormones étaient bien là, quoi. Voilà. La 10e semaine, il y avait plus de vie en moi, quoi. Et c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est qu'à la fois j'ai fait mon deuil, mais en même temps j'ai pas pleuré, quoi. Alors que pour mon avortement, j'étais en larmes, quoi. J'étais vraiment, mais parce que j'avais, en plus j'avais eu des pertes sanguines, donc j'avais été en urgence, et puis là on m'avait fait entendre le cœur du bébé, donc je savais que j'avais un être vivant en moi et que je le tuais quelque part, donc c'était quand même assez violent. C'est parce que vous aviez un désir aussi d'enfant. Et puis là, c'est vous qui preniez la décision. C'est différent. Là, ça s'est arrêté. La grossesse s'est arrêtée d'elle-même. Hein. C'est pas de chance. C'est tout à fait. Oui, mais ça arrive. Ça ne veut pas dire que ça veut dire que vous pouvez être enceinte. Hein, donc mais je sais pas si votre mari il a bien eu les explications, s'il a bien compris. Puis même parfois, vous savez, on a beau avoir des explications rationnelles, l'inconscient est là. Hein, donc lui, déjà que c'est difficile pour lui, compte tenu de son vécu personnel, de son histoire, de s'affirmer en tant qu'homme. Peut-être, je ne sais pas, il peut se dire j'ai pas été capable de. Alors comme en plus depuis il peut se sentir remis en question encore un peu plus dans son identité masculine. Hein, donc si alors en plus vous ne faites plus l'amour, donc peut-être que pour lui vous savez, on associe encore même inconsciemment la puissance sexuelle à la fertilité, alors que il y a des hommes qui ont des problèmes d'impuissance et qui sont tout à fait fertiles, et à l'inverse des hommes qui n'ont pas du tout de troubles sexuels et qui ont des problèmes d'infertilité. Les deux ne sont pas liés. Mais on a tendance à confondre les deux. Hein. Bon. En tout cas, quelques messages pour conclure. Il y a Marinette qui dit l'interruption de votre grossesse vous a mis tous les deux en colère. Parlez-vous intimement de ce que vous avez ressenti à ce moment. Là, c'est difficile, semble-t-il, parce que c'est très intime, justement. Et puis Brahms dit votre mari ne veut peut-être pas faire comme ses parents, il se met en retrait, il a peur du rôle que vous tenez, ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Kim qui dit votre relation ressemble à un cercle vicieux, essayez de faire des sorties juste tous les deux pour que la communication et le désir reviennent doucement, en le laissant choisir, qu'il sente que son avis est important. Et puis le subversif dit verbalisez à votre mari l'amour et le désir que votre inconscient dénie, c'est-à-dire au fond refuse, ne reconnaît pas. C'est dur, hein. C'est dur. Et oui, c'est dur, mais je crois qu'il en a terriblement besoin. Ouais, mais il sait que
il sait que il sait que je le désire parce que, je veux dire, j'en ai suffisamment discuté avec lui et il a suffisamment vu que j'étais frustrée de la situation actuelle, quoi. Oui, vous le désirez actuellement pour un bébé, pour faire un bébé. Pas tout à fait pareil. Hein. Ouais. Mais bon, enfin après, je lui ai dit que s'il voulait, on pouvait remettre des préservatifs, quoi, hein, parce que j'ai bien compris que là, il n'était pas prêt. Il me l'a bien dit aussi qu'il lui faudrait du temps, qu'il savait pas combien de temps il lui faudrait et tout. Donc bon, moi, je me suis dit qu'on allait quand même essayer de se remettre quand même à faire des câlins, juste pour faire des câlins, quoi. Mais il faudrait déjà au moins, oui, c'est ça, que vous retrouviez une intimité, des gestes de tendresse, je pense, hein, déjà entre vous. Bon, ça serait pas mal que vous voyiez quelques séances pour parler entre vous deux. Quelqu'un c'est de bien. neutre. Oui, quelqu'un évidemment de neutre, qui soit pas votre psychanalyste à vous. Ouais, d'accord. Bon, mais très bien. Bonne J'essaie de mettre chance. ces conseils et puis merci aux auditeurs qui ont participé. Merci Charlotte. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Un petit message du subversif au sujet du témoignage de Charlotte qui me dit: la fausse couche est peut-être davantage à élaborer. Chacun de son côté, le parler de la chose éminemment intime en couple poserait plus de barrières qu'elle n'en noterait. Je suis d'accord avec vous. Quand je parlais de thérapie de couple, c'était pas pour aborder la fausse couche, c'était plus pour parler de leur relation de couple et notamment de la façon dont ils envisageaient l'un et l'autre le couple, comment ils se positionnaient en tant qu'homme, en tant que femme, même si chacun peut le travailler évidemment en individuel dans sa thérapie. Et là où je vous rejoins, c'est que tout ce qui relève effectivement de la fausse couche est quelque chose de tellement intime que je pense pas que ça soit vraiment... enfin, ça peut être verbalisé évidemment dans une thérapie de couple, mais pas de façon pas aussi intime que dans une thérapie individuelle. Alors bon, certains pourraient dire oui, une thérapie de couple, une thérapie individuelle, ça fait beaucoup, c'est vrai, c'est la question qu'on se pose. Mais moi, ce que je crains quand il y a un couple comme ça qui est en train de s'éloigner, comme ça semble être le cas entre Charlotte et son mari, une thérapie individuelle, chacun de son côté. On sait que c'est quand même très long et du coup, oui, ils vont avancer individuellement, mais quid du couple, hein? Qu'en est-il? Donc peut-être que ça vaut quand même le coup qu'ils aient quand même quelques séances ensemble. Bon, on accueille maintenant Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord vous dire merci pour votre écoute et votre analyse de chaque soir. Ah ben merci beaucoup Anne-Marie. Attendez. Non, vous verrez après je vous écoute après notre échange. Je vous trouve formidable. Ah ben merci beaucoup. Alors, je suis une mamie de 6 petits-enfants. Oui. Et arrière-grand-mère d'un petit garçon. Mm-hmm. Et j'ai un problème avec... Enfin, c'est plutôt un petit-fils de 21 ans qui a un grave problème. Il a un caractère très renfermé. Oui. Et puis, depuis quelque temps, il se défoule les week-ends avec ses copains et surtout par le biais de l'alcool. Oui. Alors ça, c'est un grave problème. Il n'est plus le même du tout quand il est sous l'emprise de l'alcool. Mais c'est uniquement le week-end. Bon. Et puis, depuis Noël, il est en dépression suicidaire. Il a fait deux fois des séjours à l'hôpital. Alors, dernièrement, il était en hôpital psychiatrique. Il n'y est resté que quelques jours et nous, on pensait qu'il allait y rester plus longtemps pour se faire soigner. Oui. Et quand ses parents ont vu le psychiatre, ils lui ont dit votre fils n'est pas malade, vous pouvez le reprendre, sans traitement, sans thérapie. Et ma fille lui a dit mais s'il recommence, parce que quand il est en crise, il casse tout, il est vraiment pas bien. Alors ce psychiatre-là lui a dit enfermez-le dans une boîte à coton.
Comment ça? C'était très ironique, ça, mais... Oui. Alors, ma fille est revenue complètement démoralisée. Bah oui, parce que c'est pas adapté de dire ça à des parents. Parce que je comprends, on peut comprendre le désarroi de votre fille et de votre gendre. Oui. C'est-à-dire que c'était agressif même de la part, je trouve, du psychiatre de dire ça, même si parfois les parents, on peut dire qu'ils sont un peu à côté de la plaque avec leurs enfants. On ne le dit jamais comme tel, parce que si on veut vraiment aider l'enfant, même quand il est adolescent ou jeune adulte, on sait que ça passe par soutenir et aider les parents. Oui, et puis justement, c'est ce que ma fille dit, mais si on veut l'aider, nous, il faut aussi qu'on soit aidé. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis ça. Oui, c'est pour ça que la réaction... Mais qu'est-ce qu'il avait fait au juste pour être hospitalisé là quelques jours? Parce que vous dites dépression suicidaire, c'est-à-dire qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours? Oui, et puis... qu'est-ce qu'il avait fait exactement? Il voulait se suicider. C'est-à-dire? Il en parlait. Il en parlait? Il en parlait. Que disait-il? Je vais me foutre en l'air. Oui. À Noël, il avait eu un accident de voiture. Oui. On ne sait pas s'il avait fait exprès ou pas. Et il disait, je vais me foutre en l'air. Voilà. Oui, d'accord. Alors, puis quand il est sous l'emprise de l'alcool, c'est ça. Quand il est alcoolisé, Oui. il a ce discours-là. Voilà. Il dit qu'il veut se foutre en l'air. Oui. Et D'accord. je pense qu'il a une petite amie qui l'a quitté dernièrement, donc ça aggrave encore un petit peu la situation. Bon, donc donc là quand il a été hospitalisé, ce sont ses parents qui ont demandé. Oui, parce ça s'est que, fait dans quel contexte, l'hospitalisation? Parce que voilà, il a cassé tout chez son oncle, chez mon autre fils. Et puis donc là il avait de l'alcool dans le sang, donc ils l'ont transporté à l'hôpital, et l'hôpital l'a retransféré dans un hôpital psychiatrique pour le faire soigner, avec l'accord des parents, bien sûr, mais pas avec son accord lui-même. Il n'est pas d'accord pour se faire soigner, pour lui il est bien. Et puis surtout que alors à l'hôpital psychiatrique, ma fille était allée quelques jours avant le voir. Bon, il voulait pas voir ses parents, mais il a accepté quand même de voir sa maman. Et sa maman a vu des infirmiers aussi qui lui ont dit il faudrait faire une thérapie de famille. A suivi les parents et puis lui. Oui, thérapie familiale, oui. Voilà. Et du coup, plus rien ne se fait. Alors attendez, on va marquer une pause, Anne-Marie, puisque il est minuit. Oui. Et donc on va se retrouver dans quelques minutes après. D'accord, je reste en ligne. Après le journal, bien sûr, oui, vous restez en ligne. C'est la deuxième heure de l'émission, toujours en direct bien sûr sur Europe 1. Nous sommes en compagnie d'Anne-Marie qui est avec nous au 39 21, numéro que vous pouvez composer bien sûr jusqu'à 1h. Toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code nuit, par courriel sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr. Et tout de suite, donc on retrouve Anne-Marie. Alors vous faites beaucoup de soucis pour votre petit-fils qui a 21 ans, qui attend. Je ne vous ai pas tout dit. Il est très renfermé. Et
avec ma fille, on a beaucoup réfléchi sur ce qu'il avait, parce qu'il a quelque chose qu'il ne veut pas dire. Alors, on a pensé qu'il y a deux choses. Tout petit, il avait 1 an et demi à peu près, sa maman a la spondylarthrite ankylosante et il a fallu qu'elle se fasse opérer du dos. Elle est restée plusieurs mois allongée. Donc, moi, je l'ai pris chez moi. Et le grand, il a un grand frère de 2 ans de plus que lui, est resté chez ses parents parce qu'il allait à l'école. Alors, on se demandait s'il n'avait pas senti qu'il était un peu abandonné par sa maman, par ses parents, quoi. Déjà. Et puis, il y a 4 ans à peu près, son frère aîné est entré dans la drogue. Et la drogue dure, l'ecstasy, enfin tout ça. Et il a voulu s'en sortir, il est revenu chez ses parents. Donc je vous parle de son grand frère. Oui, oui, j'ai bien compris. Oui. Et bon, ça a été vraiment terrible. Hein. Les enfants drogués, c'est pas toujours évident. Hein. Et toute la famille s'est vraiment bien comportée envers lui. On a essayé de l'aider. Et puis il s'en est sorti. Il est dans la cuisine et en ce moment il est il fait il est dans les Alpes pour faire la saison. Donc, toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais apparemment, il s'en est sorti. Et bien sûr, on l'a félicité. Et mon plus jeune petit-fils ne pouvait pas voir les drogués, tellement qu'il a subi de choses avec son frère. Ils ont combien d'écart 2 ans. Ah oui, très peu. Oui, très peu. Et alors toute l'attention de la famille a dû beaucoup tourner autour de ce grand frère là. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'on était tous prêts à l'aider. On a fait tout ce qu'on pouvait. Alors peut-être que on pensait aussi avec ma fille qu'il s'était senti un petit peu délaissé. Et comme on a félicité son grand frère, enfin on lui a dit que c'était bien, qu'il s'en était sorti, qu'il avait. Et pour lui peut-être, puisqu'il ne dit rien. Peut-être que son grand frère a fait du mal et on le félicite, puis lui, il n'a rien fait, on l'a pas félicité. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on pense, je sais pas. Je sais pas, c'est difficile, hein, vous savez, c'est difficile de répondre. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut générer les raisons d'une souffrance. Lui seul pourrait le dire, hein, finalement. Oui. Donc, mais en tout cas, il y a une problématique de dépendance là entre son frère qui à un moment a été dans la drogue dure. C'est forcément lui, quand il y a un enfant qui est en souffrance, pour ceux qui viennent pour la fratrie, c'est compliqué parce que cet enfant accapare toute l'attention. Donc évidemment, oui, les autres peuvent se sentir un peu délaissés, même s'ils comprennent. Oui. Mais c'est un petit peu compliqué. Bon, maintenant, il y a une chose, il y a une chose que je trouve étonnante de la part du psychiatre là qu'il a reçu, c'est-à-dire il est ressorti il ne dit pas, il y a une chose qu'il dit qui est quand même importante, c'est qu'il n'est pas malade, c'est-à-dire que ça c'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'il n'a pas décelé chez votre petit-fils de troubles psychiatriques, de pathologie mentale, hein. Bon, donc maintenant, est-ce que votre fille et votre gendre ont pu parler avec lui? Est-ce que lui a repéré des signes de dépression? Avec le psychiatre? Oui. Non. Non, il leur a dit qu'il n'avait rien. Et comment alors il interprète les paroles, le fait qu'il ait des paroles comme ça, il analyse ça comme de la provocation uniquement? Il ne leur a rien dit. Il les aura renvoyés avec leur enfant, avec leur fils, en leur disant « Reprenez votre enfant, il n'est pas malade. » Et quand ma fille lui a dit « Mais si ça recommence, ils étaient vraiment ennuyés. Eh ben, enfermez-le dans une boîte à coton. »
Oui, ce qui laisserait entendre que finalement, il trouverait qu'il le surprotège trop, lui. C'est ça, quand on dit on le met dans une boîte en coton, hein, ça évoque la protection maximale, la surprotection. Or, dans ce que vous nous dites, c'est plutôt l'inverse que vous décrivez. Hein, c'est plutôt au contraire qu'il aurait pu se sentir un peu délaissé. Voilà, et les infirmiers l'ont très bien compris, ça. Parce que je pense qu'ils ont parlé un petit peu avec lui. Parce qu'un jour, il nous a dit, quand il était sous l'emprise de l'alcool, il nous a dit, si vous saviez ce que j'ai à vous dire, mais je ne vais pas vous le dire parce que ça vous ferait trop de peine. Aux infirmiers, il disait ça? Non, à nous, il a dit ça. Est-ce que Brigitte demande un peu quelle est la vie de votre petit-fils? Est-ce qu'il fait des études? Alors, il a passé son BTS de mécanique. Oui. Et puis, il voulait continuer dans les voitures anciennes parce que c'est un petit peu sa passion. C'est bien qu'il ait une passion. Oui, mais en ce moment, c'est plus trop sa passion. Enfin, c'était ça. D'accord, donc en ce moment, il désinvestit un petit peu, ce qui était sa passion. Oui, alors, ce qui il est était un dans signe... une école à Vannes. Nous, on habite dans l'Est de la France. Et bon, ça l'embête. Il était là-bas, mais il ne se sentait pas bien. Parce que c'était pas tout à fait ce qu'il croyait. Et il n'était pas encadré. Et lui, il avait besoin d'être encadré pour faire ce métier-là. D'accord. Et à Noël, quand il est revenu, là, il a fait un petit peu sa dépression, il voulait plus retourner à l'école. Et il m'en avait parlé. Alors, je lui ai dit, écoute, tu as tous tes examens, parce que c'était plutôt un stage qu'il faisait d'1 an. Donc, ça n'y apportait pas plus, simplement qu'il avait beaucoup de stages. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, si vraiment tu te sens plus l'envie d'aller à l'école, c'est peut-être pas trop grave, parle-en à tes parents. Parce qu'il est très attaché à nous, il vient beaucoup à nous, du fait qu'on l'a eu petit, on est très attachés ensemble. Et bon, ses parents ont bien compris. Alors, après, ça allait un peu mieux. Quand il est plus allé à l'école, ça allait un peu mieux. On pensait que c'était ça. Et puis, c'est effectivement, il y avait ça, mais il y avait certainement d'autres choses aussi. Alors, je reçois un message d'une auditrice qui dit « Je suis passée des deux côtés de la barrière en hôpital psychiatrique et alors elle dit aujourd'hui en tant que pro, je peux vous dire que les séjours peuvent ne pas être longs, mais en tant que patient, vous êtes normalement orienté à votre sortie vers un CMP pour faire le point sur le suivi nécessaire, c'est-à-dire un centre médico-psychologique. » Bon, ce qui serait important, c'est que peut-être, puisqu'il dit il vous dit qu'il aurait des choses à dire, mais qu'il vous ferait trop de peine. Ce qui est assez logique, c'est-à-dire on parle plus facilement à quelqu'un d'extérieur. Donc là, peut-être qu'il faudrait que ses parents reviennent là-dessus en disant, tu as des choses à dire. C'est compliqué de dire cela en famille et on comprend que tu n'aies pas envie de le dire, de nous le dire à nous. En revanche, ça serait bien que tu puisses les dire à quelqu'un d'extérieur dont c'est le métier d'écouter. Et c'est-à-dire de l'orienter vers un psy qui puisse aller parler, qu'il ait un autre avis, qui puisse aller dire ce qui lui pèse tant. Oui, justement. Ma fille pensait que, en sortant, ce serait ça. Qu'il serait obligé d'aller faire... obligé il a 21 ans. Hein. Excusez-moi du mot. Oui. Mais, il faut quand même sa participation. Oui, bien sûr. Mais je pense que... on en a parlé ensemble, aussi, avec mon petit-fils. J'ai dit, il faudrait que tu parles, pas forcément à nous, mais à des gens extérieurs et qui savent t'écouter. Qui pourront l'écouter, oui. Où il pourra parler librement. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, non, j'ai rien à dire. Oui, mais alors ça, c'est toute son ambivalence. Hein. C'est-à-dire qu'il peut pas parler à des très proches parce qu'il veut pas leur faire de la peine et en même temps, il veut pas parler à des gens extérieurs. Là, il a rien à dire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est mon questionnement. C'est pour ça que oui, il est quand même... il est dans la résistance. Il est vraiment perturbé. Il est dans la résistance. Oui. Alors, comment faire pour... écoutez, au moins, il faudrait au moins qu'il voit si
ça serait bien quand même de l'encourager, au moins qu'il voit dans un premier temps, s'il veut pas voir un psy, son médecin traitant. Hein. Oui, mais il veut voir personne. Ah oui, mais ça... Voilà, c'est ça le problème. C'est ça, hein. Ma fille est encore venue, elle m'a dit, elle est allée un soir dans sa chambre, elle lui a parlé. Non, j'ai rien à dire. Oui, mais il n'a rien à dire là dans le cadre familial. Oui, mais parce qu'il ne veut pas blesser. Elle lui avait dit, écoute, moi je t'amène voir un psychiatre, et non. Un psychiatre, ça peut lui faire peur. Oui, voilà. Peut-être que le mot est trop... Pour lui, c'est peut-être trop. Il n'a pas envie de parler. Et on sent qu'il a quelque chose. On sait qu'il a quelque chose qui le bloque. Bah oui, mais enfin, peut-être lui dire, tu peux pas rester comme ça avec ce poids sur le cœur en étant malheureux et avec ces envies de te foutre en l'air. Donc, ça serait bien que tu en parles à quelqu'un d'extérieur qui est tenu au secret et qui ne répétera pas, mais qui pourra t'aider à comprendre pourquoi par moment tu es envahi comme ça par des idées aussi noires, aussi sombres. Oui, mais on lui a dit. Bah, il faut lui redire. Oui. Il faut lui redire et ça peut faire son chemin. Oui, j'espère. Essayer d'établir avec quelqu'un dont il est proche de vous. De qui est-il proche encore De son oncle, de mon autre fils. Oui. Oui, très proche aussi. Bon, donc. On essaye tous. Essayer de. Oui, alors pas trop non plus, hein. Il faut pas que vous soyez tous sur lui, en ce moment. Justement, c'est la question que je vous. Ah oui, non, il faut pas qu'il ait, voilà, il faut pas que vous soyez, si vous voulez, il faut qu'il y ait une alliance avec un des membres, avec quelqu'un dont il est proche, mais il faut pas que ça soit les parents, vous, Anne-Marie, sa grand-mère, l'oncle, vous voyez, que tout le monde s'y mette, hein, parce que là, ça va devenir oppressant. C'est justement, parce que quand il vient, c'est le questionnement, justement. Quand il vient chez moi, j'ai pas envie toujours de lui répéter les mêmes choses. Non, surtout pas. Voilà. Non, il faut pas. Mais bon, je voulais. Non, surtout pas. Donc. Parce que j'ai peur qu'il ne vienne plus. Oui, ça peut être. À un moment, il peut être dans l'évitement. Ça peut être effectivement très lassant, hein, très très pénible pour lui. Oui. Donc, si à ce moment-là, il est très proche de votre oncle, de son oncle, pardon, donc de votre fils. À ce moment-là, quand il le verra, dire comment, écoutez, c'est leur relation, hein, donc il va prendre de ses nouvelles, qu'il l'encourage, et au départ, si le côté psychiatre fait peur, ça peut être un médecin généraliste de confiance, son médecin traitant, quelqu'un qui, ça peut faire moins peur. Hein. Sa maman lui a proposé, mais il ne veut pas. Non, oui, mais c'est sa mère. Ah oui. Donc parfois, à cet âge-là, les jeunes gens, garçons ou filles, refusent quelque chose qui provient de leurs parents, et alors qu'en fait, ils vont l'accepter si ça vient d'un autre adulte ou d'un frère, d'une sœur, parce que justement c'est moins proche, ils le ressentent moins comme une autorité. Oui, et ce qui me paraît bizarre aussi, chaque fois qu'il fait ses crises, c'est chez son oncle. Ben oui, mais justement, c'est une façon d'interpeller. Hein. Oui, est-ce que c'est un appel ? Oui, certainement. Donc justement, je pense que c'est cet oncle qui peut faire entendre des choses. Oui, moi je le crois aussi. Oui, parce que c'est pas neutre qu'il fasse les cris chez son oncle. Oui. Mais surtout, ne vous y mettez pas tous. Hein. D'accord, oui, c'est justement. Ah oui, non. C'était ma grande question. Parce que... Non, ça va être oppressant. Oui. On va accueillir également Daniel qui est là depuis un petit moment en ligne au 3921. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Daniel. On s'est déjà parlé Caroline au sujet des hôpitaux psychiatriques et de la difficulté que j'avais vue à faire
interner, non, c'est à faire hospitaliser mon fils. Hein. Oui. Mon fils avait commencé par des petites tentatives de suicide, et puis ça a été la grosse tentative de suicide par arme à feu. Votre fils qui est schizophrène? Oui, voilà. Oui, d'accord. Et il s'était donc tiré une balle en pleine poitrine, et à la salpêtrière, le psychiatre qui l'avait vu avait dit mais non, c'est rien de grave, c'est un geste d'adolescent. Et jusqu'à ce qu'on vraiment... Une arme à feu en pleine poitrine? Oui, en pleine poitrine, oui. Il s'est tiré, il s'est mis la carabine à bout portant, si vous voulez, il s'est tiré comme ça. Et c'est un miraculé, hein. Parce oui. que moi, le chirurgien que j'avais eu à la salpêtrière m'avait dit que la balle était quand même passée à 5 mm du cœur. Hein. Oui. Et donc, il avait été vu par un psychiatre qui avait dit non, votre fils va très bien, il raisonne bien, il est intelligent. Sauf que ça, c'était en 94. On a eu après une année. Il était comme le fils de madame, justement, dans la mécanique. Hein. Ah oui. Passion des maquettes, intelligent, refus de soins par rapport à la psychiatrie. Parce que nous, les parents, on sentait bien qu'il y avait un besoin de soins. Oui. Mais sa réponse était on n'est pas à Dallas. Il faisait allusion au feuilleton. On n'est pas dans Dallas, j'ai rien à dire. Et donc, on avait pris contact avec Sainte-Anne, on l'emmenait à Sainte-Anne. C'était motus et bouche cousue. Hein. Donc nous avons fait le choix de déménager de Paris pour venir sur Nantes, où on pensait qu'avec la famille, etc., il y aurait plus de possibilités que l'on se confie, que l'on parle. Mais ça a été encore plus dur parce que la famille, dès qu'on parle de psychiatrie, ça se ferme. Hein. Le mot psychiatre, c'est défendu. Et aujourd'hui, justement, j'ai vu un psychiatre, un expert psychiatre, qui m'a dit qu'à l'heure actuelle, le mot d'ordre était garder 8 jours minimum les jeunes, enfin comme ça, par rapport, parce que de toute façon l'alcoolisme c'est une addiction. Hein. Oui, je pense bien. Oui. C'est quand même. Il y a un bouquin qui est sorti récemment sur les addictions alcool, drogue, etc. qui montre bien justement. Et donc c'est une pathologie comme une autre, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à avoir l'assurance que ils vont être gardés, examinés et qu'on va adapter un traitement. Moi, je sais que mon fils, souvent, au bout de 9 jours, ils le mettent dehors et le traitement, on ne sait pas si c'est le bon, on change, on patauge et il ne prend pas son traitement, mais on n'a aucune solution de rechange. Ah oui. J'ai pas compris le mot d'ordre 8 jours, parce que 8 jours, pourquoi? Pour qui? Parce que c'était pour quel public? C'était assez rigolo, il m'a donné 3 mots, mais alors comme en ce moment je perds un peu la mémoire. Parce que c'est ça, 8 jours, il voit tellement de personnes, de patients, de pathologies différentes. Vous voyez, ça va de la dépression à la schizophrénie que vous évoquez, enfin... Bon, donc, il me disait que à quelqu'un qui s'alcoolise, enfin, c'est donc 8 jours. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des fermetures de lits, hein, beaucoup, et puis que les séjours en eux-mêmes se sont réduits, ça c'est sûr. Bon, mais c'est sûr que c'est ce qu'il voulait dire certainement, c'est-à-dire que ça se raccourcit. C'est-à-dire que le mot d'ordre, c'est garder le moins longtemps possible les patients, les mettre le plus possible, le plus vite dehors, quoi. Oui. Et c'est vrai que pour ce genre d'addiction, ne serait-ce qu'un sevrage et comprendre un petit peu l'origine des mots, c'est quand même extrêmement long. Et moi, je dis que la famille, par expérience, parce que ça fait 16 ans qu'on se bat pour mon fils, on est les plus mal placés. Oui. Alors, ce que je voulais dire, je vous remercie pour ce témoignage, Daniel. Ce que je voulais vous dire quand même, Anne-Marie, c'est, je crois que il faut être vigilant parce que ça pourrait vous inquiéter aussi, et vous le comprendrez, je pense, Daniel, votre témoignage. C'est-à-dire que entre un jeune homme de 20 ans, 21 ans, qui présente, qui est peut-être un peu déprimé, voire qui présente les symptômes d'une dépression. Et puis un jeune homme qui
fait une entrée dans la schizophrénie, ça n'a rien à voir. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien à 20 ans être à un moment où on se cherche, où on cherche sa voie, où on est un peu en difficulté, où on a des difficultés relationnelles avec ses parents, où il y a des choses, surtout quand on est un jeune garçon, qu'on est un peu introverti, qu'on n'a pas toujours, on ne sait pas toujours comment exprimer ses émotions, ses sentiments, et ça ne préjuge en rien de l'avenir. Et votre petit-fils peut tout à fait, je veux dire, devenir un adulte tout à fait équilibré. Et voyez, les parents ne déchoient en rien parce qu'à un moment, ben voilà, on a un fils ou une fille qui traverse comme ça une période un peu dépressive. Hein. Oui, donc c'est important d'être entouré, de pouvoir en parler. C'est là que l'HP devrait intervenir justement pour pouvoir. Oui, mais je sais pas si l'HP c'était peut-être pas la meilleure idée. Et c'est c'est là où je rejoins ce psychiatre qui n'a pas eu le comment dire. C'était bon, je dirais il n'a pas été rassurant. Voilà, il n'a pas été rassurant pour votre fille et votre gendre. Mais ce qu'on peut entendre et ce que je voulais vous dire, Anne-Marie, ce qui est plutôt rassurant, soit moi, ce que je retiens dans ces paroles, même s'il a manqué de tact, on va dire, c'est que il n'a pas trouvé de pathologie mentale chez votre petit-fils. Il n'a pas trouvé de signes psychiatriques. Et ce qu'il voulait dire, c'est que justement, l'hôpital psychiatrique n'était pas fait pour votre petit-fils. Oui. Mais qu'en revanche, ce qu'il aurait pu dire, il est peut-être effectivement un peu perdu en ce moment, il cherche sa voie, et ça serait bien qu'il voit quelqu'un pour en parler. Et ben voilà. Alors, c'est tout à fait différent de dire c'est pas parce qu'on est déprimé quand on est en dépression, pour ça que on va à l'hôpital psychiatrique. Oui. Parfois si dans des dépressions très sévères, très profondes. Hein. Mais pour autant, c'est ce que j'entends, et c'est en ça que je vois quelque chose de plutôt rassurant, même si effectivement sur le moment votre fille et votre gendre ne l'ont pas entendu de cette oreille et que ça les a laissés dans leur désarroi, et qu'ils se sont sentis très démunis. Oui, parce qu'ils ont trouvé qu'il y aurait peut-être fallu un suivi après. Et oui, c'est là où il aurait dû dire, écoutez, le suivi ne va pas se faire à l'hôpital psychiatrique parce que ça ne relève pas de là pour votre petit-fils, mais ça serait bien qu'il voit à l'extérieur un psychothérapeute, psychiatre, pour parler de ses difficultés. Voilà, exactement, c'est ce qu'ils attendaient. Et ça peut se faire encore aujourd'hui. Rien n'est perdu. Allez, une petite chose, Daniel, pour conclure. Caroline, il existe aussi ce qu'on appelle l'hôpital de jour. C'est-à-dire des activités et des soins et des entretiens infirmiers en hôpital de jour. C'est-à-dire dans des maisons, je sais que sur Nantes ça se fait, des maisons particulières, et on reçoit les jeunes qui ont un mal de vivre, on les reçoit en hôpital de jour et on les suit, et là on peut, ils rentrent chez eux le soir, et je trouve que cette formule est quand même pas mal. Oui, alors l'hôpital de jour fait souvent suite à une hospitalisation après la psychiatrie, et c'est une très bonne solution. C'est effectivement pour leur permettre de se réadapter en douceur à la vie au quotidien. Mais je pense pas, dans ce que décrit Anne-Marie de son petit-fils, que ça soit adapté. Ça peut tout à fait se faire dans le cadre d'un centre médico-psychologique ou d'une activité en libéral. Hein? Mais maintenant, il veut plus en entendre parler parce que le psychiatre a dit que ça allait bien, donc pourquoi continuer? Voilà, c'est ça. Bon, on a répondu, je crois avoir répondu. Oui, merci beaucoup. Merci Anne-Marie, bon courage, et merci Daniel également de votre intervention. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Brian de Palmas, mon cœur ne bat plus. Il y a Sergio qui dit quoi à Europe
Europe 1, demain et vendredi à Nice. Mais quand donc Europe 1 à Brive ? Ah, vendredi à Nice. Ah ben Sergio avait bien noté. Moi, je croyais que c'était dès demain. Vous êtes plus informé. Vous êtes plus informé. Ah, Fifi, mais il est contrarié. Il me dit s'il part demain, c'est que c'est vendredi. Bah, je sais pas. Maintenant, ça va, on se déplace tellement vite. Hein. Un coup d'avion et hop, on est à Nice. Hein. Donc Sergio est plus informé que moi hein, de ce qui se passe. Bon, oui. Bon, ben écoutez. Alors à Brive, je ne sais pas, mais écoutez, alors, dans ces cas-là, je veux quand même y être. Hein. Ah bah oui, vraiment, on se tient sur le marché de Brive-la-Gaillarde. On serait ravis de les accueillir. Un petit clin d'œil, tiens, à Ange Bleu qui me dit ça me fait du bien en ce moment l'émission, c'est tant troublé pour moi. Et puis on accueille maintenant Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Ben, je vous en prie. Et puis, voilà, je suis un peu en confusion. Oui, qu'est-ce qui vous arrive ? C'est pas très facile. À cet instant, ça va, mais j'appréhende pour demain. Oui. Parce que le matin, enfin c'est un petit peu ridicule, mais le matin, quand je me réveille, ça va. Mais au moment de quitter mon chez-moi, mon appartement, j'arrive pas. J'ai beaucoup de vérifications à faire. Oui. J'ai peur que... Bon, voilà, j'ai 2 chats. Oui. Et bon, voilà. Et j'ai peur que mes chats se sauvent. Oui. Soient en danger. Et j'ai peur que ma porte ne soit pas fermée. Enfin, pardon, parce que c'est vraiment stupide. Mais non, mais attendez, Nathalie, pourquoi... Oui, vous avez conscience que c'est pas stupide. Vous avez conscience, au fond, vous pouvez pas vous empêcher de vérifier certainement. Enfin, vous savez qu'au fond votre porte elle est fermée, mais ça vous obsède un peu. C'est une obsession. Mais c'est-à-dire que oui, mais en même temps, je me dis, bon, moi, je pense que ma porte est fermée. Oui. Que mes chats sont en sécurité. Oui. Mais est-ce que ma porte est vraiment fermée ? Oui. Voilà. Moi, je peux pas savoir si... Enfin, je peux savoir s'il est fermé, mais à un moment donné, je ne peux plus savoir s'il est fermé. Oh là là, mon Dieu. Et je suis obligée de vérifier plusieurs fois. Alors bon, je perds un petit peu de temps. Et une fois que... Bon, voilà, j'ai quand même une raison et une volonté. Et au moment où je réalise que c'est fermé, je descends, j'habite au 2e étage, et à ce moment-là, je respire et ça va mieux. Et tout au long de la journée, je me pose quand même la question de savoir si j'ai pas mis mes chats en danger. Voilà. Et je vois mon médecin en ce moment assez fréquemment, parce que je lui en ai parlé. Et elle m'a proposé de faire de la sophrologie, de suivre mais je ne sais pas bien. Mais votre médecin, qu'est-ce qu'elle est de formation ? Elle est généraliste. Oui. Et puis bon, elle est spécialisée en gynécologie. Oui. Bon, ça m'arrange assez parce que je suis assez réservée. Oui. Voilà. Oui. Et puis c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre le temps prendre du temps pour m'écouter ou pour me parler ou tout simplement pour être là. Donc j'ai confiance en elle. Oui, c'est important. Et elle me propose, parce que de la kiné ou des choses comme ça pour détendre mon corps, ça va pas, parce que j'ai beaucoup de mal à... Je ne supporte pas qu'on me touche. Donc elle me propose de la sophrologie pour... Mais quelle ferait-elle ? Pardon ? Quelle ferait-elle ? Non, une sophrologue de mon village. D'accord, elle vous orienterait vers quelqu'un. Voilà, avec qui elle travaille. Enfin, avec qui elle travaille, elle est en relation, pardon. Mon Dieu.
Et Oui. mais ça m'embête d'avoir toujours à... Ça fait longtemps que vous avez comme ça ces vérifications, ce besoin J'ai eu de ça vérifier. très jeune, adolescente. Adolescente. Ouais. Vous avez quel âge aujourd'hui, Nathalie? 40 ans. 40 ans. Ça veut 41, enfin bon. Et ça a redémarré quand, là? Ça a démarré il y a 6 mois, 6-7 mois environ. Oui, d'accord. Donc c'est assez récent. Oui. Il y a eu quelque chose vous étiez plus anxieuse, il s'est passé quelque chose il y a 6-7 mois de particulier dans votre vie, il y a quelque chose. Oui, c'est passé des choses, mais je veux dire comme pour tout le monde, quoi. Je veux dire des choses, voilà, quoi. Mais vous n'avez pas trop envie d'en parler. Pardon? Vous n'avez pas trop envie d'en parler. Je comprends. C'est parce que... Non, mais je comprends, hein, Nathalie, que vous... Je ne sais pas. N'ayez pas... C'est un peu confus parce que... C'est pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est que je ne sais pas vraiment. Oui. C'est pas passé une chose précise. Oui, mais c'est possible. Il n'y a pas forcément un ensemble de choses. Voilà. Sinon, je vous le dirai. Si je vous appelle, c'est pour vous parler, c'est pas pour... Oui. Non, mais vous savez, vous avez le droit aussi de taire certaines choses, même si par ailleurs, vous m'appelez parce que vous éprouvez le besoin de me parler. Oui. Parce qu'on est quand même sur une radio. Oui. Donc je comprends tout à fait qu'il y ait des choses qu'on ait envie de taire, et je respecte tout à fait ça. Donc... mais je ne sais pas les dire actuellement. Oui, mais mais ça je le comprends. Merci. Mais en revanche, je pense que ça serait important parce que c'est plutôt bon signe que ça soit récent. Ah bon? Oui. Ah bon? Parce que plus on s'en occupe rapidement, plus en général ça se résorbe, ça rentre un peu dans l'ordre, hein, et j'ai peur. assez rapidement. Vous avez peur de quoi? J'ai peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? J'ai peur de moi. Oui. Vous comprenez? J'ai peur de... Que voulez-vous dire? J'ai peur de ne pas être assez forte pour les autres et pour mes chats et pour ma famille et pour mes amis. Mais vous avez peur de mettre les autres en danger? Oui. Pardon. Oh là là, mon Dieu. De leur créer, d'être... J'ai peur, je sais pas. Vous avez peur de quoi? De leur faire du mal parfois, sans le vouloir? Non, j'ai peur de ne pas être assez à la hauteur. Je me présente à eux toujours avec le sourire, la force, le réconfort. Et à un moment donné, je me dis, mais est-ce que j'arriverai... Chaque jour, je me remets en question. Bon, voilà, rien n'est acquis dans la vie, mais... Non. Je me dis, est-ce que je serai encore à la hauteur aujourd'hui pour apporter la bonne humeur, le sourire Et pourquoi vous devriez toujours tenir ce rôle-là, Nathalie? Être toujours celle qui devrait apporter de la bonne humeur, réconforter tout le monde. Certainement que c'est un rôle que vous tenez depuis longtemps, mais bon. Parce que les gens sont gentils avec moi. Oui, mais certainement parce que vous êtes aussi... vous l'êtes aussi certainement avec eux, et certainement très délicate et attentionnée. Donc... Alors si je commence à vérifier, tout le temps vérifier, ouais. Ça me tend. Eh oui, bien sûr, c'est épuisant. De moins en moins... C'est épuisant psychiquement. Mais ça, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle des troubles obsessionnels compulsifs. Oui.
Hein, c'est ça, c'est bon. Donc c'est épuisant, c'est pour ça, c'est tout sauf ridicule. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ça. Mais toutes les personnes qui ont ce genre de troubles, souvent disent ça. Je suis désolée, je sais que c'est ridicule parce que elles savent qu'elles peuvent pas s'empêcher de le faire. Elles ne peuvent pas, et pourtant elles savent que la lumière est éteinte, que le four est bien éteint, que la porte est bien fermée. Mais néanmoins, bon, il faut quand même aller vérifier pour se rassurer. En fait, c'est d'autres choses dont il est question, évidemment, hein. Et c'est de ça dont il faut pouvoir parler, c'est qu'il y a un seuil d'anxiété qui est trop élevé. Et à côté de ça, si je peux me permettre, Caroline, c'est que j'ai beaucoup de mal en ce moment avec mes chèques, mes papiers, Et oui. tout ce qui concerne mes comptes. Et oui. Et j'ai une amie un petit peu plus âgée que moi qui s'est fâchée la semaine dernière, et je pense qu'elle a eu raison, parce que je mets tout dans mes poches et tout est froissé. Et à ce moment-là, je ne m'occupe plus du tout de mes chèques ni de mes papiers. Tout est dans une poche. Alors que tout le reste est vérifié. Ça paraît complètement... Oui, mais parce qu'à un moment, vous êtes submergé. Ah bon? Donc, finalement, c'est les papiers, enfin, quand il faut vérifier, vous voyez, les comptes, tout ça, c'est bon. Donc, vous mettez ça, vous vous entassez, là, enfin, bon, ça relève un peu du même processus. La sophrologie, pourquoi pas? Parce que ça pourrait vous aider par des techniques de respiration à vous détendre. Bon, il faut tomber sur quelqu'un de bien. Apparemment, votre médecin vous la recommande. Hein, donc, mais je pense qu'il serait quand même important que vous voyiez aussi un médecin psychiatre. Hein, oui. C'est-à-dire qu'il puisse vous prescrire un traitement, parce qu'il y a quand même un traitement qui pourrait vous soulager. Un traitement médicamenteux? Ah oui, vous auriez moins de crises déjà, et surtout un espace pour parler. Oui. Parce qu'il faut que vous arriviez, enfin ça serait bien que vous arriviez à parler de cette anxiété. Vous allez y arriver, hein, c'est-à-dire que je vous crois tout à fait quand vous dites, bon, en remontant un petit peu le fil de ce qui s'est passé, comment ça a démarré, de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement majeur, il y a eu un ensemble de petites choses, certainement je vous promets, oui. Ah, mais je vous crois, hein, Nathalie, je vous crois vraiment, hein. Là, n'ayez aucun doute là-dessus. Mais qui ont dû, à mon avis, hein, je pense, réactualiser des choses déjà de l'adolescence. Oui. Vous voyez, et donc c'est revenu. D'accord. Et quand vous serez un petit peu moins anxieuse, ça va diminuer. Et c'est important vraiment que vous vous fassiez aider, parce que c'est dommage de rester déjà avec ça, cette fatigue, parce que ça crée vraiment une fatigue psychique, hein, d'être toujours, si vous voulez, pour détourner l'angoisse, il y a ce processus-là, c'est un dérivatif, ou alors il y a des personnes qui sont obligées d'aligner des chiffres, il y a tout un tas de rituels de vérification. Ça prend vraiment la tête, hein, comme on dit familièrement. Ça prend la tête, ça épuise nerveusement. Oui, oui. En plus, voyez, vous vous sentez mal, vous vous sentez culpabilisé. Ridicule et... Oui, bon, alors que vous n'êtes pas... Il y a quelque chose à comprendre dans cette place que vous vous donnez aussi, ce rôle... c'est ce que dit Prune, hein, finalement, pourquoi vous imposez ce rôle à jouer. Et elle dit, elle est parler de vous à un psy afin d'être aidée. Et pourquoi mes chats ne m'en demandent pas tant? Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Ils se font bien moins de soucis. Ils vous aiment tel que vous êtes, hein, Nathalie. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous voyez, vous arrivez à en rire, oui. Mais bon, vous veillez sur eux, donc ils font partie des êtres chers. C'est pas possible. Ben oui. Donc, bon.
Non, s'ils savaient, les pauvres, que vous vérifiez 150 fois la porte, alors qu'ils sont tranquillement installés sur un bon canapé ou sur votre lit ou je ne sais quoi, c'est sûr qu'ils doivent pas être derrière la porte, attendre. Peut-être quand vous rentrez, mais bon. C'est pas possible. Donc, j'ai conscience que... Il y a quelque chose d'autre qui est en jeu, vous le savez au fond. Vous le savez. Donc c'est pour ça que il faut pas rester avec cette peur, avec cette angoisse, et vraiment aller en parler. Mais aller en parler si vous voulez voir un psychiatre, c'est pas incompatible avec faire de la sophrologie, parce que la sophrologie va aussi vous aider à vous détendre au niveau du corps, et puis au contraire, ça va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur vous. Oui, Caroline. En parallèle. Oui. Vraiment. D'accord. Donc vous avez bien fait d'appeler. Vraiment. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Nathalie. Merci. Au revoir. Au revoir. Coldplay, Clocks. Et puis un dernier petit message, je crois qu'il est l'heure pour Annie d'aller se coucher. Je reçois un petit message là au 7 21 21 qui me dit « Et fais ma sieste, vous appelle dans la matinée, merci pour la litière et je vous appelle bien sûr demain, bonne nuit. » Oui Annie, je pense que le destinataire n'aura jamais le message. Faites attention, faites attention quand vous envoyez des textos. Ça peut être parfois compromettant. Allez, je vous embrasse, très bonne nuit. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1. C'est l'heure des informations présentées par Pierre Courade. Bonsoir Pierre. Bonsoir.